cours de la brève histoire de l'aviation, l'homme, mu par un désir inassouvi d'explorer des domaines nouveaux, n'a cessé de modifier et d'améliorer les moyens de se mouvoir dans l'air. En moins d'un siècle, grâce à cet esprit pionnier, il est passé d'un précaire assemblage, celui du flyer des frères Wright, au cockpit de science-fiction du chasseur furtif. Commencée sur les dunes venteuses de Kitty Hawk, cette histoire inachevée est déjà riche de nombreux chapitres consacrés à des hommes et à leurs machines qui changèrent à jamais les principes de l'aviation. Une des pages de cette longue et fascinante aventure concerne un appareil qui a incontestablement bouleversé l'aviation militaire moderne. Voici l'histoire du North American Vigilant. Lorsqu'il rejoint la flotte en 1963, le Vigilant est non seulement moderne, il est révolutionnaire. Arborant le nec plus ultra technologique, cet élégant bombardier embarqué va établir ce qui constitue aujourd'hui un patrimoine durable pour toute l'aviation militaire. Les origines du programme Vigilant sont vraisemblablement liées à un événement qui devait constituer la réplique des États-Unis à Pearl Harbor. L'après-midi du 18 avril 1942, Jimmy Doolittle et son équipe de têtes brûlées se préparent à décoller pour une attaque surprise sur Tokyo. Ce raid n'a rien d'ordinaire. L'attaque doit être conduite par 16 bombardiers de l'Army Air Corps, décollant d'une piste invraisemblable pour ces lourdes machines, le pont de l'USS Hornet. Les événements de cet après-midi pluvieux sont sans précédent, non seulement grâce à une collaboration interarmes exceptionnelle, mais parce qu'ils prouvent qu'un porte-avions peut être une base de départ efficace pour des bombardements à longue distance. La stratégie américaine est payante. Les Raiders de Doolittle portent un coup sévère au moral d'un adversaire en apparence invulnérable. Le rôle du porte-avions dans cette attaque ne sera pas oublié. Trois ans plus tard, les avions américains larguent à nouveau des bombes sur le Japon. Mais cette fois-ci, la valeur symbolique de l'attaque est éclipsée par la puissance destructrice de l'arme utilisée. L'émergence de l'ère nucléaire va modifier fondamentalement la pensée militaire. En portant le coup de grâce au Japon, l'US Air Force est devenue seule détentrice de l'arme atomique. Mais l'euphorie de l'après-guerre laisse bientôt place aux réalités de la guerre froide. Le Boeing B-47 puis le B-52 sont à leur tour équipés de l'arme nucléaire. Le bombardement stratégique à longue distance devient une priorité militaire. Maintenant pourvu d'avions capables de frapper le cœur de l'Union soviétique à partir de bases américaines, les États-Unis estiment que leurs porte-avions n'ont désormais plus d'utilité. Cherchant sa place dans ce monde nouveau, l'US Navy se dote de son propre avion à capacité nucléaire, le North American A.J. Savage, reflet à la fois de la nécessité d'un bombardier nucléaire et de la méfiance vis-à-vis de la seule propulsion à réaction. Les deux moteurs à piston offrent la sécurité pour les opérations sur porte-avions à vitesse lente, tandis qu'un réacteur unique monté au centre du fuselage fournit la vitesse. Avec, comme on dit, deux qui tournent et un qui brûle, le Savage est un hybride astucieux. Pourtant, lorsqu'il rejoint les ponts d'envol, il est déjà nettement dépassé. Car en 1949, Douglas met au point son successeur à réaction, l'A-3D Sky Warrior. Lorsque l'US Navy commande le Douglas Sky Warrior en 1949, la propulsion à réaction est de mieux en mieux considérée à bord des porte-avions. Comme la plupart des premiers bombardiers à capacité nucléaire, c'est un avion imposant. Avec ses 23 mètres de long et son envergure de près de 22 mètres, c'est la plus grosse machine jamais déployée depuis le pont d'un porte-avions. Pourtant, comme la plupart des premiers gros jets, le Sky Warrior est assez lent. Incapable d'atteindre les vitesses supersoniques, il est jugé trop vulnérable aux défenses aériennes soviétiques.
L'appareil n'est pas très apprécié des responsables de pont car il prend beaucoup de place. L'absence de siège éjectable inquiète les 3 membres de son équipage. Beaucoup de pilotes plaisantent en affirmant que A3D est l'abréviation de All Three Dead, morts tous les 3. Tandis que l'encombrant Sky Warrior est chargé d'un rôle plus passif, celui de la guerre électronique et du ravitaillement, l'US Navy se penche sur l'étude d'un nouveau bombardier nucléaire qui serait plus rapide que tout ce qui existe. Dans les bureaux d'études de la North American Aviation, à Columbus dans l'Ohio, priorité absolue est donnée à la conception d'un nouveau bombardier à capacité nucléaire. Dirigé par Frank Compton, les ingénieurs de Columbus ont devancé l'appel d'offres de la Navy. À l'aide de croquis et de règles à calcul, le petit groupe se plonge avec enthousiasme dans les mystères de l'aérodynamique. Dès 1954, les progrès technologiques imposent de nouvelles tactiques aux bombardiers américains. Le perfectionnement des missiles sol-air à guidage radar rend aléatoire la sécurité à haute altitude. Consciente de cette nouvelle donne, l'US Navy organise une mission secrète destinée à trouver une alternative aux attaques nucléaires à haute altitude. Un AJ Savage décolle d'Espagne pour un vol vers Paris et retour au-dessous des faisceaux radars français. À aucun moment, il n'est détecté. L'intérêt de la pénétration à basse altitude pour les bombardements nucléaires est immédiatement perçu par les ingénieurs de Columbus. Et cette capacité va équiper le projet sous le nom de North American General Purpose Attack Weapon, ou NAGPOW. Nous avons commencé par développer une version basse altitude avec tous les systèmes. Navigation inertielle, système automatique, moteur fusée, bref, tout ce qu'il fallait. Nous l'avons dénommé NAGPOW et nous sommes allés présenter le projet à la Navy en 1953. La Navy l'a étudié, c'était une proposition spontanée de notre propre chef. Ils nous ont dit que c'était une bonne idée de prévoir tout ça. Mais ils ont ajouté, pourquoi ne pas faire un supersonique? Nous sommes retournés à nos bureaux d'études pendant environ 1 an et nous sommes revenus avec une version supersonique qui est le Vigilant d'aujourd'hui. Le projet de North American est dénommé A3J. Sa mission est très simple. Il doit pénétrer au cœur de l'Union soviétique avec sa bombe nucléaire. Sa vitesse exceptionnelle sera la clé de sa survie. La quête des grandes vitesses donne naissance à une forme différente de toutes celles de l'époque. Le pilote d'essai de la North American, Ed Gillespie, se souvient de sa première impression. À cette époque, nous pensions que si un avion était beau, il devait bien voler. Et le Vigilant était vraiment magnifique. Rien que le voir, il donnait déjà l'impression de voler à Mach 2. Je n'arrivais pas à croire que les ingénieurs aient pu inclure toutes ces caractéristiques tout en le rendant utilisable sur porte-avions et qu'il puisse avoir une telle autonomie. C'était un avion splendide, il l'est toujours d'ailleurs. C'était la Cadillac de la flotte. Les exigences de la Navy étaient élevées, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Vigilant devait pouvoir décoller d'un porte-avions par vent nul, mais aussi croiser à plus de Mach 2, une véritable contradiction aérodynamique. En effet, la portance nécessaire au décollage sur porte-avions impose une grande surface à l'air. Mais une grande aile empêche un avion d'atteindre les hautes vitesses. Les ingénieurs sont donc parvenus à résoudre le dilemme en concevant une aile beaucoup plus fine que les normes de l'époque. Certains ont affirmé que le compromis aérodynamique du Vigilant n'est qu'une des conséquences négatives des exigences trop sévères de l'US Navy. Après tout, comme les porte-avions sont toujours en mouvement et génèrent donc un vent relatif, il est extrêmement rare d'avoir à catapulter un avion par vent frontal nul. Cette spécification sera par la suite abandonnée, mais pas avant que les ingénieurs n'aient accompli des exploits extraordinaires pour concevoir une cellule adaptable qui allait révolutionner la conception de l'aviation militaire. Pendant que le Vigilant prend forme,
l'US Air Force pousse ses propres programmes de bombardiers supersoniques. L'évolution des avions pendant la guerre froide est rapide. Le gigantesque B-52 voit rapidement ses performances dépassées par celles du B-58 Hustler. Celui-ci n'est pas seulement supersonique, il peut voler à Mach 2. Pourtant, au moment même où il entre en service, l'Air Force se lance dans la recherche de vitesses encore plus élevées. Ici, dans l'usine North American de Palmdale, en Californie, un nouvel avion prend forme, le XB-70 Valkyrie, lequel promet d'être le bombardier le plus rapide du monde. Le Strategic Air Command est hypnotisé par ses performances potentielles. Dès 1964, il pourra disposer d'un bombardier impossible à intercepter. Mais à 15 000 km de là, les programmes de bombardiers américains inquiètent. La volonté des États-Unis à se doter de bombardiers supersoniques pose un grave défi aux militaires soviétiques. L'espace aérien de l'URSS est immense, et un de ces bombardiers pourrait pénétrer dans les vastes territoires qui séparent les bases aériennes gardant les frontières. Et si tel était le cas, même le plus rapide des chasseurs soviétiques ne pourrait l'intercepter. Les bureaux d'études aéronautiques se lancent donc dans la conception d'un intercepteur capable d'atteindre et de détruire les bombardiers américains les plus rapides. Pendant ce temps, à l'usine de Columbus, le Vigilant progresse et en 1958, il apparaît déjà comme révolutionnaire. C'est le premier appareil équipé de commandes de vol électriques, le premier à disposer de viseurs tête haute, de radars d'obstacles, d'un système de navigation inertielle intégré et d'un système de guerre électronique. Pour sa fabrication, on emploie de tout nouveaux alliages d'aluminium. Cependant, parmi toutes les innovations du Vigilant, il en est une que peu de gens connaissent. En 1955, on s'est intéressé à ce qu'on appelait la furtivité de l'avion, ce qui est maintenant de la haute technologie. Nous avons construit un enclos sur la base pour y installer une maquette. Nous pouvions la faire tourner, elle était en grillage de cuivre, et lui envoyer des signaux radars dont nous mesurions les retours. Nous faisions tourner la maquette et nous avons redessiné l'appareil pour que les réflexions radars se concentrent sur 2 points à l'extrémité des ailes. De sorte que, sur l'écran, on avait juste un point, pas un gros signal. Et c'est comme ça qu'on a conçu la furtivité du Vigilant. À Moscou, les bureaux d'études MiG et Sukhoi sont chargés de développer un intercepteur capable de faire face aux menaces américaines. Or, quelles que soient les différences de culture et de langage entre les États-Unis et l'Union soviétique, les lois de l'aérodynamique sont universelles. Lorsque des ingénieurs éloignés travaillent indépendamment sur les mêmes besoins, ils parviennent à des conclusions similaires. Il n'est donc pas surprenant que, dès 1958, l'année même où le Vigilant effectue son premier vol, des ingénieurs soviétiques soient filmés en train d'étudier une maquette ressemblant comme 2 gouttes d'eau au Vigilant. Malgré le travail des ingénieurs soviétiques, il est probable que Columbus a souvent accueilli des visites occultes d'agents du KGB, lesquels auraient eu beaucoup de mal à ne pas voir l'élégant bombardier américain stationné sur la piste. Ils auraient fort bien pu être là, à l'aéroport, et prendre des photos en 1958, quand a eu lieu le premier vol. Il n'y avait rien de réellement secret sur la présence du Vigilant. Ses caractéristiques étaient confidentielles, mais pas sa forme. Tout le monde pouvait le voir. Il devait y avoir pas mal de monde dans le secteur, venu des 4 coins de la Terre pour prendre des photos de tous les avions à Columbus. Pourtant, le Vigilant préoccupe beaucoup Artyom Mikoyan, le directeur du bureau d'études MiG.
Nikolai Matyuk et Lev Shelengaya sont donc chargés de trouver une réponse aux bombardiers américains. Un intercepteur doit être plus rapide que l'avion qu'il veut rattraper. Et les ingénieurs de chez MiG s'attellent donc à la tâche ambitieuse de construire un chasseur capable de dépasser Mach 3. Ce travail colossal n'est pas facilité par les progrès réalisés aux États-Unis. Le 31 août 1958, le pilote d'essai de la North American Dick Wenzel décolle de Columbus. Au cours du vol inaugural, le Vigilant révèle ses qualités d'avion rapide. En juin 1960, la célèbre aviatrice Jackie Cochran s'installe sur le siège arrière du Vigilant, devenant ainsi la première femme à dépasser Mach 2. Plus tard, cette même année, le Vigilant établit un nouveau record lorsque le commandant Leroy Heath atteint l'altitude de 27 700 mètres avec à son bord une charge de 1000 kg. Mais si l'US Navy est complètement séduite par les performances du Vigilant, certains habitants du sud de l'Ohio le sont moins. Nous avons cassé pas mal de vitres au début. Une dame nous a fait un procès à cause de son perroquet qui avait eu une crise cardiaque. Nous avons aussi eu un problème sérieux avec un monsieur du sud-est de l'Ohio qui avait une usine de dynamite située juste au-dessous de notre couloir supersonique et qui s'est soudain rendu compte que son usine perdait énormément d'heures de travail car le personnel n'arrêtait pas de se précipiter aux fenêtres. Il a fini par nous contacter et nous dire « Je vous en supplie, arrêtez de faire ça ». On a alors déplacé notre couloir de vol et il nous a remerciés. Il ne perdait plus de temps. Pour les pilotes aux commandes d'un nouvel avion, le siège éjectable est l'équipement le plus important. À contre-courant de la mode des sièges Martin Baker, North American met au point son propre modèle et aboutit au premier siège capable d'éjecter en toute sécurité au-delà et en deçà de la vitesse du son. Un pilote de la Navy n'est pas nécessairement en vol quand il doit sortir de l'avion. Dans l'univers dangereux des opérations sur porte-avions, sortir d'un avion immergé peut être une nécessité vitale. Ce film d'archives montre deux membres d'équipage s'éjectant avec succès à l'altitude zéro. Malheureusement, le système n'est pas infaillible. Une fois, j'étais à 13 000 mètres lors d'un premier vol de production, lorsqu'une verrière mal câblée, c'est la seule fois où ça s'est produit, s'est brusquement détachée. Ça s'est passé à 13 000 mètres d'altitude et à Mach 1,42. Et bien sûr, ça m'a complètement assommé à cause de la décompression explosive. J'étais seul, brusquement décompressé. J'ai cru que je m'étais éjecté. Mais quelques secondes plus tard, je me suis rendu compte que non. J'ai réduit les gaz, j'ai sorti les aérofreins. Ma visière était complètement descendue, coinçant mon masque, comme ça. La décompression l'avait fait sauter. Mais finalement, lorsque j'ai récupéré le contrôle, j'ai réalisé que j'étais encore dans l'avion et que l'avion n'avait rien, à part l'habitacle à découvert. Donc, je revendique, et je crois que personne n'a même approché ça, je revendique le record du cockpit ouvert le plus rapide, Mach 1,42. Au début de 1961, deux vigilantes sont transférées de Columbus à la base aérienne de Kirkland pour entamer la série d'essais la plus difficile et la plus complexe du programme, le largage de bombes. Le système utilisé restera sans doute l'aspect le plus étonnant de l'histoire du Vigilant.
Au lieu de larguer une bombe comme un bombardier traditionnel, celle-ci est éjectée par une ouverture dans la queue de l'appareil. Au début des années 50, vitesse et altitude sont encore les deux impératifs pour une attaque à la bombe. Mais avec l'amélioration des systèmes de défense antiaériens, passer sous les faisceaux radars est devenu la solution la plus sûre. Les pilotes transportant une bombe nucléaire doivent donc se familiariser avec des tactiques peu ordinaires. La première méthode consistait à voler à Mach 2, à une altitude constante de 21 000 mètres, et à lâcher la bombe par l'arrière de l'avion. Dans ce cas-là, le cône de queue se détachait de l'appareil, la bombe sortait comme ça et tombait. Bien entendu, l'avion étant à 21 000 mètres, il n'y avait pas de problème de dégagement là-haut. Plus tard, on a décidé de pénétrer à basse altitude, presque au ras du sol. On programmait l'avion manuellement ou automatiquement pour qu'il se cabre à 40 degrés. La bombe sortait à ce moment-là, suivait cette trajectoire vers sa cible, tandis que l'appareil faisait demi-tour, puis virait et s'échappait. Une autre méthode consistait en un largage vertical direct. Ça, c'était le pays, le point initial. Vous remontiez comme ça et juste au-dessus de la cible, vous larguiez la bombe et faisiez demi-tour. La bombe commençait par monter, puis retomber tout droit et au moment où elle explosait, vous étiez déjà loin. Pour les pilotes, ces manœuvres impressionnantes sont suffisamment éprouvantes pour ne pas avoir en plus à s'occuper de trouver et d'acquérir la cible. C'est le travail du RAN, le Radar Attack Navigator, assis à l'arrière. Responsable de l'acquisition de la cible, du suivi du terrain et d'une kyrielle d'autres tâches, il est essentiel à la réussite de la mission. Le fait que le RAN ait été placé dans un compartiment totalement isolé derrière le pilote, sans vision frontale, exigeait une parfaite coordination pendant la mission. Et la communication de cockpit à cockpit devait être à la fois brève et précise. Pendant que le navigateur à l'arrière s'occupait des capteurs et de la navigation, le pilote devant cherchait les repères visuels et manœuvrait vers l'objectif. C'était un extraordinaire travail d'équipe entre pilotes et navigateurs. Avant chaque mission, le RAN établit la route que va prendre le pilote vers l'objectif. Quand on vole sous les faisceaux radars, les montagnes sont aussi dangereuses que les défenses ennemies, particulièrement de nuit ou par mauvais temps. Ancien pilote à bord du Vigilant, le capitaine Joe Dyer savait à quel point l'homme assis derrière lui était important. Le RAN, à qui je dois d'être là aujourd'hui, a rattrapé une de mes inattentions. J'étais jeune aviateur et nous volions à basse altitude et à grande vitesse. Et après une centaine d'heures de cet exercice, on se sent un peu trop en confiance. Je regardais une carte sur mon bloc fixé à ma cuisse et le nez de l'avion a piqué très légèrement. Le gars de derrière m'a dit « Hey Joe, surveille ta position ». J'ai regardé en bas, 15 mètres. C'était de nuit. J'ai corrigé en douceur. Je n'ai rien dit, mais j'avais les genoux qui tremblaient. Lorsque nous sommes passés à la cible suivante, je me souviens d'avoir pensé, alors que le navigateur me parlait, « Tais-toi donc, t'as bien failli y passer ». Pendant une attaque, les points de repère, comme une île ou des montagnes, s'affichent sur un écran. Ils servent à confirmer que le pilote garde le bon cap. Mais rester invisible est impossible tant que les radars de bord fonctionnent. C'est pourquoi le navigateur dispose d'un système de navigation inertielle ultramoderne avec lequel il peut connaître précisément sa position sans se faire repérer. Pour s'assurer que l'avion conserve bien le cap, il allume brièvement le radar de temps en temps pour vérifier les points de repère et corriger les erreurs de navigation. Si l'ennemi vient à détecter ces brèves émissions radar, un indicateur de contre-mesure électronique alerte le pilote de l'éventuelle arrivée d'un chasseur ennemi. Et le système trompera le radar ennemi en émettant de fausses informations sur les déplacements du Vigilant. À Moscou, le nouvel intercepteur est passé des planches à dessin aux pistes d'envol.
Voici un film tourné en Union soviétique le 10 mars 1964. C'est le premier vol du prototype de ce qui va devenir le MiG-25 Foxbat. Sa ressemblance avec le Vigilant est évidente, mais la différence essentielle est la double dérive verticale. Les ingénieurs de chez MiG ont moins bien réussi que leurs homologues américains dans le domaine de la stabilité à grande vitesse. Un problème qui va tourmenter les Russes pendant des années. Pendant ce temps, à Columbus, les problèmes du Vigilant sont beaucoup plus politiques qu'aérodynamiques. L'Air Force affirme depuis toujours que les attaques nucléaires stratégiques sont exclusivement de son ressort. Mais l'US Navy n'est pas d'accord. Et dès 1960, la controverse sur le rôle stratégique de la Navy se transforme en une amère rivalité interarmes dont le Vigilant va faire les frais. L'Air Force a convaincu le Congrès que la Navy ne devait pas assurer de missions stratégiques. Nous avons donc transformé un avion volant à 21 000 mètres d'altitude à Mach 2 en un appareil de reconnaissance photo à basse altitude. Voici donc le RA-5, R pour reconnaissance. Le passage de l'attaque à la reconnaissance se fait juste au moment où l'avion entre en service dans l'US Navy. Les premiers appareils sont livrés en 1961 à la base navale de Sanford en Floride. Et dès janvier de l'année suivante, ils constituent une escadrille opérationnelle. Pendant cette période, le débat houleux sur la place de la Navy dans la dissuasion nucléaire a jeté une ombre sur l'arrivée tant attendue du Vigilant dans la flotte. Prévoyant que l'Air Force arrivera à ses fins, l'US Navy décide de s'investir dans un rôle très différent. Le Vigilant convient parfaitement à la reconnaissance aérienne. Bardé de matériel de prise de vue, sa seule défense est la vitesse. Il est capable de filer à plus de Mach 2. Mais plus important encore que la vitesse, il peut décoller d'un porte-avions. Libéré des contraintes diplomatiques et logistiques inévitablement liées aux opérations à partir d'une base terrestre étrangère, il offre au service de renseignement naval un œil aux quatre coins du monde. Cet avion ici emportait des appareils photo équipés d'objectifs de 75 à 300 mm de focale. Il avait aussi un appareil à balayage panoramique de 450 mm de focale qui permettait de rester à des kilomètres de la côte tout en obtenant d'excellentes photographies des secteurs intéressants. C'était aussi une machine tout le temps, car il transportait dans cette nacelle sous le fuselage un radar pouvant voir à travers les nuages et donner des images de qualité photographique. L'appareil panoramique de 450 mm donnait des vues magnifiques, pratiquement de la qualité des caméras spatiales d'aujourd'hui. On arrivait presque à lire une plaque minéralogique au centre d'une ville côtière à grande distance. En 1964, les premiers Vigilants de reconnaissance rejoignent la flotte. La guerre froide bat alors son plein et les Américains ont l'œil sur bon nombre de parties du globe. De retour sur le porte-avions, les renseignements enregistrés par le Vigilant sur bande et sur pellicule sont immédiatement descendus dans des locaux spécialisés, plusieurs étages en dessous. Là, au centre opérationnel de renseignement, on traite et on interprète les informations. Les pilotes les ont rassemblées selon 3 méthodes. La première consiste à survoler les zones à très haute altitude pour obtenir des clichés au cœur du territoire ennemi. La deuxième se résume à pénétrer la zone très brièvement à très basse altitude pour faire des photographies détaillées des défenses ennemies quelques kilomètres à l'intérieur des terres. La troisième est une reconnaissance à courte distance de la plage pour évaluer les possibilités d'un débarquement. Toutes les données recueillies, qu'elles soient optiques ou non, sont corrélées et analysées pour établir un rapport complet de l'activité militaire adverse.
Ces renseignements sont ensuite transmis à l'escadrille aérienne. Ils permettent de préparer un planning tactique des missions ou ordre de bataille. Si une frappe aérienne s'avérait nécessaire, les avions d'attaque sauraient exactement quelle cible frapper et quels signaux radar brouiller. Les informations fournies par le Vigilant sont d'ordre tactique. Autrement dit, en cas de guerre, elles donnent en permanence et en temps réel une photographie des activités ennemies. La reconnaissance tactique n'est pas une nouveauté pour l'US Navy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Wildcats de la marine avaient été modifiés pour emporter de gros appareils photo. Stationnés sur des bases avancées dans les îles du Pacifique Sud, les pilotes photographes survolaient les îles aux mains des Japonais avant un débarquement amphibie. Les pilotes des bombardiers de la Navy étudiaient ensuite les clichés et choisissaient leurs objectifs avant de prendre l'air. Pendant la guerre de Corée, les missions de reconnaissance aérienne s'effectuaient à partir des porte-avions. Les versions photographiques de F-9F Panther ramènent des photos détaillées des unités de chars de Kim Il-sung, ainsi que des dépôts de ravitaillement, des batteries antiaériennes et des concentrations de troupes. Plus tard, ces mêmes appareils photographieront les grandes concentrations de troupes au nord, qui se révéleront chinoises. Dès avant le débarquement d'Incheon et jusqu'à la fin du conflit, le renseignement photographique sera un facteur décisif. L'idée prédominante selon laquelle la bombe atomique dissuaderait tout conflit s'est avérée fausse. Le porte-avions redevient le bras armé distant de la puissance militaire américaine et les avions de reconnaissance deviennent l'œil de la flotte. Après la guerre de Corée, la politique étrangère des États-Unis va s'orienter vers une autre région du monde, le Moyen-Orient. En juillet 1958, l'agitation au Liban menace la précaire stabilité politique du pays. De plus, près de 2500 Américains vivent dans les environs de Beyrouth. En préparation d'un débarquement, les versions de reconnaissance photo du F-9F Cougar survolent le ciel du Liban, ramenant des photographies détaillées des renforts de troupes acheminés par la route depuis Damas. Ces images seront ensuite utilisées pour déterminer avec précision où les Marines devront débarquer. Pendant que les avions de l'US Navy effectuent des missions de reconnaissance tactique, l'Air Force surveille l'une des principales zones d'intérêt des militaires américains, l'Union soviétique. Le 1er mai 1960, un Lockheed U-2 décolle du Pakistan pour une mission de reconnaissance à haute altitude qui va bouleverser les rapports de force entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'U-2, piloté par Francis Gary Powers, n'atteindra jamais la Norvège. Le 5 mai, les Soviétiques annoncent qu'il a été abattu à 2200 km à l'intérieur du territoire soviétique. Khrouchtchev accuse les États-Unis d'agression délibérée et déclare que le monde est au bord de la guerre. Cette malheureuse mission d'espionnage s'avère un désastre diplomatique pour l'administration Eisenhower. Le département d'État doit faire des excuses et proposer des dédommagements. Mais le Pentagone comprend aussi qu'il lui faut un avion plus rapide. Lorsque la CIA devient responsable des missions de reconnaissance stratégique, on prépare le Vigilant pour son entrée dans la flotte. Ses prouesses à grande vitesse et à haute altitude sont remarquées par la CIA. Après tout, l'avion n'a-t-il pas été conçu au départ pour pénétrer l'espace aérien soviétique avec une bombe nucléaire à bord? Et s'il est capable d'une telle mission, il peut certainement en faire autant avec des appareils photo. Ces nouveaux moteurs, spécialement étudiés pour maintenir l'avion à haute altitude à vitesse supersonique, intéressent autant l'US Navy que la CIA. Cependant, le projet de la CIA n'en est encore qu'au stade préliminaire lorsqu'un nouveau conflit éclate dans une autre région du monde.
destroyer was carrying out a mission of patrol in those waters, in international waters. When it was attacked, it replied to the attack. It continued to carry out its mission today and will do so the remainder of this week in the same waters. The President has asked that the destroyer force be doubled and that an air cap, a combat air patrol, be available at all times on call to it. And as I think you know, he's issued instructions that in the event of a further attack upon our vessels in international waters, we are to respond with the objective of destroying the attackers. C'est ainsi que le 5 août 1964 commence officieusement la guerre du Vietnam. Des frappes aériennes sont lancées contre des dépôts d'essence nord-vietnamiens, des installations militaires, des ponts et des voies ferrées. Mais il y a un problème majeur. La cartographie du Nord-Vietnam est très imprécise. Dans certains cas, les cartes comportent des écarts de près de 6 km. Au sol, les troupes américaines doivent s'adapter aux tactiques de guérilla qu'on leur oppose, aussi bien dans la jungle que dans les villes. Le jour où le premier soldat américain pose le pied au Vietnam, il se rend compte que la lutte contre un ennemi aussi insaisissable sera difficile. En 10 années de guerre, les Nord-Vietnamiens sont passés maîtres dans l'art de la guerre d'embuscade. Et l'imprécision des cartes complique encore la tâche des soldats américains. Des erreurs de plusieurs kilomètres induisent la confusion sur les positions des repères principaux comme les collines, les rivières et les villages. Or, la précision est impérative lorsqu'il s'agit d'appuis au sol rapprochés. Aucune marge d'erreur n'est permise. Les pilotes de Vigilante entrent en guerre à la fin de 1964 à bord de l'USS Ranger. Peu de temps après, des escadrilles supplémentaires rejoignent les zones de combat à bord des USS Kitty Hawk, Enterprise, Forrestal, Constellation et America. Leur première mission consiste à résoudre le problème des renseignements et de cartographie. En 2 semaines, les Vigilantes rassemblent des images de toute la zone du Vietnam, fournissant ainsi des cartes fiables aux militaires. Mais ces cartes ne révèlent pas le complexe réseau de pistes et de ponts qui permettent aux Nord-Vietnamiens d'acheminer leur approvisionnement vers le sud. La piste Ho Chi Minh est une préoccupation permanente pour les militaires américains. Il faut impérativement couper ce flot ininterrompu de ravitaillement. Mais comment le localiser? Car la piste Ho Chi Minh, ce n'est pas une route, mais un énorme réseau de chemins, et qui plus est, dissimulé dans une épaisse jungle. Les avions de guerre américains ne peuvent donc que frapper au jugé tout ce qui semble faire partie de cette vaste ligne d'approvisionnement. Et au fil de la guerre, la piste Ho Chi Minh devient la cible de la plus grosse campagne de bombardement de tout le conflit. Pourtant, malgré ce pilonnage, l'approvisionnement est toujours acheminé vers le sud. Dans l'espoir de découvrir les lignes de ravitaillement nord-vietnamiennes, les avions américains se mettent à larguer des quantités massives d'un défoliant prétendu non toxique. L'utilisation de l'agent orange se révèle difficile et inefficace, mais les Vigilantes disposent d'un moyen beaucoup plus propre pour voir à travers la jungle. Leurs capteurs infrarouges peuvent repérer les dégagements de chaleur des camions ou de toute autre activité le long de la route. Dès les premiers mois de la guerre, le Vigilante a acquis la réputation d'un avion de reconnaissance exceptionnel, mais aussi une autre réputation beaucoup moins flatteuse, celle d'un appareil particulièrement difficile à poser sur un porte-avions en raison de sa taille imposante et de sa haute vitesse d'appontage.
Les pilotes des Vigilantes étaient des aviateurs exceptionnels. Mais c'est parce qu'on avait vite fait d'écarter ceux qui avaient des problèmes sur les porte-avions. Car le porte-avions, même aujourd'hui, est le domaine le plus contraignant de l'aéronaval. Et c'est là que les pilotes de Vigilantes, ceux qui réussissaient à rester, excellaient. En 1968, les bombardements ont transformé de nombreux secteurs du Nord-Vietnam en paysage lunaire. Mais les Nord-Vietnamiens reconstruisent opiniâtrement dès que les avions ont disparu. Travailler aux côtés des bombardiers est la première mission des équipages de Vigilantes. Avant une attaque, ils survolent les objectifs possibles. Après les bombardements, ils survolent la cible pour évaluer les dégâts. Avant l'attaque, le Vigilante bénéficie de l'effet de surprise et rencontre généralement peu de résistance. Par contre, les passages après les attaques sont une autre paire de manches. Quelques avions ont été perdus au Vietnam parce que la tactique utilisée à l'époque consistait à suivre les bombardements pour évaluer les dégâts. Mais les Vietnamiens étaient malins et savaient qu'après avoir reçu quelques bombes, ils allaient voir un Vigilante. Après un bombardement massif, les artilleurs nord-vietnamiens attendent, le doigt sur la détente. Au nord, les défenses antiaériennes sont redoutables. Le bruit d'un avion américain engendre une véritable grêle de tirs d'artillerie. La politique de reconnaissance après les frappes s'avère coûteuse. Les Vigilantes seront les appareils les plus abattus dans le ciel du Vietnam. Sur les 18 perdus, 11 seront victimes des tirs d'artillerie. Une preuve que lorsqu'il vole à très basse altitude, même l'avion le plus sophistiqué et le plus rapide est vulnérable aux formes les plus rudimentaires de défense anti-aérienne. Voici un extrait de film vietnamien montrant des marins repêchant les restes d'un avion américain. Les pièces qu'on peut voir sur le bateau sont celles d'un Vigilante parti de l'USS Kitty Hawk pour sa dernière mission, le 19 mai 1967. Les Vigilantes seront déployées à partir des ponts des porte-avions jusqu'au cessez-le-feu de 1973. Conçu pour affronter les meilleurs appareils soviétiques, le Vigilante aura passé le plus clair de son temps à combattre un ennemi tout autre en Asie du Sud-Est. Pour les pilotes américains, c'est une triste réalité. Au cours des affrontements et des guerres d'endiguement caractéristiques de la guerre froide, le porte-avions aura été le bras armé de la diplomatie américaine. Pendant près de 20 ans, le Vigilante aura été l'œil de la flotte et au cours de cette épopée, aura acquis une solide réputation. La communauté des Vigilantes, c'était ça. Un petit groupe d'environ une douzaine d'escadrilles embarquées avec un groupe aérien de remplacement qui couvrait à la fois les bâtiments des côtes Est et Ouest. Nous avons été d'abord basés à Sanford, en Floride, puis nous avons déménagé pour Albany, en Géorgie, puis finalement à Key West, où tout s'est terminé. Une petite communauté dans la mesure où tout le monde se connaissait. Nous avions notre galerie de portraits, avec un ou deux demeurés, quelques emmerdeurs, mais pour l'essentiel, une communauté formée de type très professionnel, qui avait compris ce que dans l'aviation, on appelle la coordination d'équipe. En 1979, le Vigilante a été retiré du service actif dans la Navy. Il restera sûrement comme le plus efficace et le meilleur des avions de reconnaissance à opérer d'un porte-avions. Même selon les critères actuels, près de 20 ans après son heure de gloire, le niveau de performance du Vigilante reste extraordinaire. La sophistication technique et mécanique inaugurée par ses concepteurs a laissé un sentiment d'exception dans l'aviation moderne.
Une des grandes innovations du Vigilante était ses entrées d'air inclinées horizontalement. Elles sont maintenant monnaie courante sur les avions militaires. Un regard sur le F-14 Tomcat révèle tout ce qui a été emprunté à la forme élancée du Vigilante. Le puissant F-15 Eagle de l'US Air Force a lui aussi beaucoup emprunté aux ingénieurs visionnaires du Vigilante. Mais qu'est devenu le MiG-25 Foxbat, autrefois si menaçant? Il y a environ un an, j'ai vu une photo de la version de reconnaissance du Foxbat. Et bien entendu, il ressemble beaucoup au Vigilante. Il a la même nacelle sur son fuselage, comme avait notre RA-5C. Et il continue donc sûrement d'utiliser un système de reconnaissance que nous n'avons plus. Le MiG-25 a suivi une carrière similaire à celle du Vigilante. Lorsqu'il est apparu, on a vu en lui l'un des avions les plus rapides et les plus menaçants du monde. Mais comme le Vigilante, il s'est montré plus efficace avec des appareils photo à son bord qu'avec des bombes ou des missiles. Lorsque le Vigilante a pris sa retraite, la Navy a perdu sa capacité à prendre la mesure intégrale du champ de bataille. Lors de l'opération Tempête du désert, ce sont les satellites et non plus les avions qui ont surveillé les mouvements des troupes irakiennes et des Scuds. Cependant, les satellites ont leurs limites. Lors de Tempête du désert, une des plus grandes leçons à méditer a été la reconnaissance tactique. Dans cette opération, ils ont essayé d'envoyer des données satellites à Washington qui nous les transmettaient. Mais elles arrivaient un jour plus tard au lieu d'une heure plus tard. Les satellites ont eu des difficultés à fournir des renseignements parce qu'ils ne survolent l'endroit qu'une fois toutes les heures et demie. Nous aurions pu être présents et savoir à tout instant où nous étions. Avec la fin de la guerre froide, la reconnaissance tactique spécialisée semble redevenir une priorité de défense. Dans la tradition du Vigilante, un système de reconnaissance sans pilote est en cours de développement et promet d'offrir aux commandants sur le terrain un œil dans le ciel.